bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal. Rebonjour Stanislas. Eh bien, nous sommes dans la troisième partie de cette série de vidéos consacrée à une introduction au IaaS dans Microsoft Azure. Et dans cette troisième partie, on va se pencher sur la tuyauterie. Et Dieu sait que la tuyauterie, c'est important quand on parle de cloud, car vieil adage, pas de réseau, pas de cloud. Donc, les chapitres suivants seront consacrés au stockage, à la gestion d'identité, à l'automatisation. Et là, commençons de suite avec le réseau dans Azure. Les réseaux dans Azure. Alors, qu'est-ce qu'on va voir, Stanislas, dans cette présentation? On va commencer par l'image globale sur les VNet, les subnets, enfin tout ce qui va nous permettre de connecter nos ressources sur le réseau dans Azure, avec l'IPv4, tout ce qui est Bring Your Own IP et plan d'adressage IP, etc., IPv6, le routage, etc. Ensuite, on verra tout ce qui va nous permettre d'interconnecter nos réseaux dans Azure entre eux et avec l'extérieur. Donc les VPN, on verra comment on s'interconnecte de façon plus ou moins optimisée avec nos réseaux sur site. Et ensuite, on verra tout ce qui est le load balancer, comment on équilibre la charge vers nos services qui sont hébergés dans Azure, avec plusieurs méthodes. Et puis, on terminera par les aspects sécurité. Donc, comment on établit des règles de sécurité réseau. Et puis, qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme appliance pour filtrer notre trafic à l'intérieur de nos réseaux Azure. Un bien beau programme. Effectivement. Et j'oubliais le Network Watcher, donc qui va nous donner quelques petits outils très pratiques pour surveiller et troubleshooter nos réseaux dans Azure. Parfait. Donc, première brique de base pour les réseaux dans Azure, le réseau virtuel, le VNet. Le réseau virtuel, c'est simple, c'est un réseau virtuel, comme son nom l'indique, parce qu'il se trouve dans Azure. Il est géré par la fabrique Azure en mode Software Defined Networking. Donc pour nous, la tuyauterie, on ne s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un réseau IP dans lequel il y a un plan d'adressage IP qu'on va pouvoir choisir. Donc soit on prend les plans d'adressage proposés par Azure en mode RFC 1918, soit on vient avec nos propres plans d'adressage IP. La seule condition étant que si jamais on connecte tout ça à notre réseau sur site, mais il faut avoir des plans d'adressage compatibles, c'est-à-dire ne pas se marcher sur les pieds en termes d'adressage IP. À l'intérieur d'un VNet, donc d'un réseau virtuel dans Azure, on va partitionner le VNet en sous-réseaux, en subnet, et on va choisir, à chaque fois qu'on va inclure une ressource, par exemple une carte réseau qui va appartenir à une machine virtuelle, on va choisir le subnet sur lequel on va se connecter. Voilà, on ne se connecte pas directement à un réseau, mais à un subnet dans le réseau. Et puis, on a par défaut, enfin, c'est même pas par défaut, c'est obligatoire, une attribution dynamique des adresses IP. C'est-à-dire que même si on voit dans l'interface parfois qu'on va pouvoir choisir des adresses IP statiques, en fait, ce n'est pas des adresses IP statiques, c'est des adresses IP réservées qu'on va nous attribuer via le DHCP de la fabrique Azure. Donc, bien y penser, ne jamais mettre une adresse IP statique sur une VM. La résolution de nom, puisque qui dit IP dit résolution des noms, bon, on a trois possibilités. Soit on utilise le DNS intégré dans Azure, donc qui est fourni par la fabrique, par la plateforme. Soit, si on en a besoin, on va installer nos propres DNS dans notre subnet. Ça se paramètre au niveau du subnet. Par exemple, si on a un contrôleur de domaine, on aura forcément usage du DNS du domaine. Et puis, autre option, c'est d'utiliser Azure DNS, donc un service en mode SaaS, si on veut, dans Azure, dans lequel on va pouvoir héberger nos noms de domaine, mais également utiliser le serveur DNS de Azure DNS. Donc nos fameux réseaux virtuels. On va pouvoir faire de l'IPv4 ou IPv6 avec quelques restrictions, tout à l'heure on le verra, sur IPv6. On peut donc réserver des adresses IP internes statiques. Donc comme je le disais, ce ne sont pas des vraies adresses statiques, mais c'est de la réservation d'adresses IP qu'on va utiliser via le DHCP d'Azure. Pas de support du broadcast ou multicast, on reste en unicast. Pas mal. Voilà, c'est le terme. Un point intéressant, c'est qu'on peut maintenant installer plusieurs cartes réseau sur une seule machine virtuelle. Donc ça peut être intéressant dans certains cas où on va vouloir faire des architectures un petit peu évoluées en termes de réseau, d'avoir des machines qui communiquent avec plusieurs sous-réseaux à l'intérieur d'un réseau d'un VNet. Par contre, dans ce cas-là, il y en a une quand même qui a un rôle particulier, puisque c'est la carte réseau qui sera bindée sur l'adresse IP publique si on en donne une à la machine virtuelle en question.
Et puis il y a 4 adresses IPv4 réservées par subnet. En fait, voilà, c'est réservé par la plateforme. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que la première VM qu'on va créer, la première carte réseau qu'on va créer, aura l'adresse 4 dans le subnet. Le point 4. Voilà, les 4 adresses IP sont réservées, en fait, 0, 1, 2 et 3 sont réservées pour nos passerelles, passerelle VPN, passerelle ExpressRoute et routeur. La 255, c'est un broadcast, on n'a dit pas de broadcast. Voilà. J'ai tout dit. Ensuite, IPv6, donc comme j'ai dit, c'est possible de faire de l'IPv6 sur nos cartes réseau à l'intérieur d'un VNet. La seule restriction, en fait, principale restriction, c'est que lorsqu'on va utiliser des adresses IP publiques, on ne peut faire de l'IPv6 que sur un load balancer, pas directement sur une adresse IP publique bindée sur une carte réseau d'une machine virtuelle. Donc ça, c'est pas possible, mais il va falloir passer par un load balancer pour faire de l'IPv6 public. Là encore, on est sur des services de cloud qui évoluent. Si la demande, tout d'un coup, les gens se disaient, si on faisait l'IPv6, parce que ça fait juste en fait 15 ans ou 20 ans que les gens disent, hey, Oui, l'année oui, prochaine, c'est l'année de l'IPv6. Ouais. Donc Tout si à par fait. hasard, tout d'un coup, tout le monde voulait des adresses IP V6 directement sans le load balancer, bien entendu qu'on l'activera sur nos services. Donc c'est pas directement disponible dans l'interface web du portail, il faut passer soit par du scripting, soit par un template JSON pour affecter des adresses IPv6 à nos cartes réseau ou le protocole IPv6 à nos cartes réseau. Donc ces fameuses cartes réseau, comme on a dit, jusqu'à 4 cartes réseau, jusqu'à 16 cartes pardon, en fonction de la taille de la VM par machine virtuelle. Il y en a une qui est dédiée à recevoir le binding de l'adresse IP externe, l'adresse IP publique, le cas échéant, s'il y en a une. C'est aussi l'endroit sur lequel on va pouvoir mettre des NSG, c'est-à-dire des règles de sécurité dont on va parler tout à l'heure. C'est un des endroits sur lequel on peut appliquer des NSG, des règles de sécurité. Et puis voilà, éventuellement, ça nous permet de faire des architectures intéressantes en séparant les trafics sur différentes cartes réseau, comme dans la vie physique que vous avez connue dans les data centers. Et comme dans la vraie vie dans le data center, des fois on a envie, basiquement, de ce qu'on appelle dans le jargon de la grosse patate. C'est-à-dire d'avoir un réseau avec une très large bande passante et une très très faible latence. Pour ceux qui connaissent bien le monde Hyper-V, à partir de Windows Server de Hyper-V 2012, si je ne dis pas de bêtises, on avait une fonctionnalité qui s'appelait SRIOV. Donc SRIOV consistait en fait à avoir des machines virtuelles qui tournaient sur Hyper-V, qui en fait bypassaient toutes les couches de paravirtualisation pour se retrouver quelque part attribué avec une petite tranche de la carte réseau physique qui lui était attribuée. Donc en fait c'est du NFV en fait, donc on utilise une partie de la carte réseau qui est dédiée à la VM, et en bypassant les couches de paravirtualisation, ça permettait justement d'avoir une très faible latence, parce qu'on ne passait pas par les couches de paravirtualisation, et une très forte bande passante. Comme Azure est basé sur de l'Hyper-V, on a amené en fait cette fonctionnalité dans Azure. Donc au niveau de nos hyperviseurs, nous on a des FPGA qui sont reprogrammés pour faire ce type d'opération, donc les fameuses NFV, les Network Functions virtualisées. Okay. Et donc on va pouvoir, du coup, comme ça en fait on a amélioré par 10, donc diminué par 10 la latence de la communication entre deux machines, et on a augmenté du coup le nombre de paquets par seconde, en passant pas par le switch virtuel, etc. Donc l'intérêt principal, c'est quand tu as deux machines virtuelles qui sont dans un même VNet et qui ont besoin de se transmettre à très haut débit, avec une très faible latence, en gros de l'information. Au-delà de deux machines dans un VNet ou dans un subnet juste à côté, ça a assez peu d'intérêt en fait. Parce qu'ici, quand même, entre deux machines, on va pouvoir faire 30 gigabits de bande passante, ce qui est assez énorme, mais qui n'est pas nécessaire pour tous les workloads. C'est vraiment assez particulier. Pour les systèmes d'exploitation qui sont supportés, donc on est sur Windows 2012, R2 et 2016, et puis on a également Linux. Alors ici, il est écrit encore en preview, en fait, c'est sorti le temps qu'on écrive les slides, c'est sorti sur Linux en version GA. Alors attention, par contre, il faut des VM avec une certaine puissance. C'est comme dans la vraie vie, entre guillemets. Envoyer des gros paquets réseau sur le câble, en fait, ça nécessite d'avoir également un traitement des paquets, qui du coup nécessite de la consommation de processeur. Et c'est pas logique d'avoir une petite machine qui aurait un processeur ou deux processeurs et qui enverrait 30 gigas sur le réseau. Rien que le traitement des paquets, ça boufferait quasiment tout le CPU de la machine, et du coup, ce sera peut-être un petit peu idiot. Donc dans Azure, pour pouvoir faire de l'accelerated networking, il vous faudra donc effectivement soit les dernières versions de Windows Server, ou de Linux, les dernières versions là encore, et puis une VM un peu puissante, donc il y a des tailles minimum de VM à avoir pour pouvoir en fait faire ce type d'opération. Et là encore,
réservez-le à des machines qui sont côte à côte. C'est pas la peine de faire ça entre deux machines qui sont sur deux régions séparées. Ça n'aura pas d'intérêt et vous ne percevrez pas la différence. Du coup, vient également, tu as parlé tout à l'heure d'adresse IP publique. On peut associer en fait à une carte réseau d'une machine virtuelle une adresse IP publique. Donc ça, c'est directement, j'associe une adresse IP publique à une carte réseau qui est attachée à une VM. Je peux également associer une adresse IP publique, par exemple, à un load balancer, qu'on verra tout à l'heure. D'accord ? Si on associe une adresse IP publique dans Azure à une machine virtuelle, à ce moment-là, en fait, on aura également un système de résolution de nom qui peut être fait si tu l'actives, qui permettra en fait d'accéder à la ressource sur un nom qui est celui-ci. Ce sera le nom de ta ressource, le nom de ta région, par exemple mavm.westeurope.cloudapp.azure.com. Donc ça, ce nom-là, il est géré par nous, il est maintenu un jour par nous. La VM va démarrer automatiquement. Si on a défini dans le portail, dans les paramètres, que c'était ce nom-là sera enregistré, ce qui permet éventuellement de l'utiliser avec un CNAME après, donc un alias, dans des zones DNS qui vous appartiennent et qui sont avec des noms personnalisés. A noter, c'est que l'adresse IP publique, tant que la machine tourne, elle garde son adresse IP. Mais dès que vous allez l'arrêter, la déprovisionner, elle peut perdre son adresse IP de base. Si vous souhaitez que la machine ou le load balancer conserve l'adresse IP, à ce moment-là, on va réserver l'adresse, donc on va la définir de manière statique. Et donc, en gros, même si la machine est désallouée, eh bien, en fait, quand elle redémarrera, la machine virtuelle, elle obtiendra la même adresse IP. Ce qui peut être pratique si on a un peu codé en dur, telle adresse IP égale tel nom DNS dans ma zone DNS personnelle. À savoir, c'est que dans Azure, en fait, on a droit à 5 adresses IP v4 publiques, réservables gratuitement. Donc, pour un abonnement. Si tu as besoin de plus, il y a un coût supplémentaire. Il y aura un coût pour les 6, 7 et adresses IP publiques réservées additionnelles, mais tu peux en prendre 5 et ça te coûtera 0. Sous réserve qu'il y ait un service derrière cette adresse IP. C'est-à-dire le phénomène un petit peu d'écureuil de dire j'ai droit à 5 adresses IP, je vais me les réserver même si je ne sais pas encore ce que je vais en faire. On n'aime pas trop parce que l'adresse IPv4 reste une denrée quand même assez rare aujourd'hui. Alors rare depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y aura d'IPv6 parce qu'il n'y a plus d'IPv4, mais ça reste quand même une denrée rare. Donc on ne veut pas que ce soit gaspillé. Donc si vous réservez, vous mettez en statique une adresse IP publique, il faut derrière qu'il y ait soit une machine virtuelle, soit un site web, enfin il faut qu'il y ait quelque chose, que ce ne soit pas juste l'objet réservé pour réserver. Voilà. Donc du coup, si par hasard vous avez une adresse IP qui est non activement utilisée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, cette fois-ci on vous la facture. Mais de base c'est 5. Alors très rapidement, démonstration, on va retourner dans le portail d'Azure. Là j'ai ma VM que j'avais déployée dans la vidéo numéro 2 sur les machines virtuelles. On voit que cette VM ici, alors déjà elle tourne, ça c'est bien. Je vais ici retourner dans mon ressource groupe. Et là en fait quand j'ai fait l'assistant de base pour créer une machine virtuelle, il m'a créé également pour moi toute la partie réseau, etc. Donc on voit ici le réseau. Et Azure de base en fait m'a proposé un réseau ici avec un espace d'adresse qui est global au VNet. Mais là je pourrais rajouter autre chose. Je pourrais rajouter par exemple un 192.168.0.0 avec un /24. D'accord. Je sauvegarde et là ça va me rajouter dans mon VNet un nouvel espace d'adressage. Et du coup, je pourrais maintenant faire un nouveau subnet, ici, qui serait, on va dire, subnet backend par exemple. Et puis il dit ici prendre mon réseau. On ne parle pas pour l'instant des Network Security Group ni des services, on va faire ça simplement. Et là, automatiquement, vraiment, je suis sur la partie northbound d'un SDN, c'est-à-dire que je suis vraiment sur les interfaces qui me permettent de créer du réseau virtualisé. Et là, j'ai créé un subnet. Voilà. Et là, j'ai un subnet avec 250 adresses IP qui sont disponibles. 251 pour être précis. Donc dans un VNet, on peut avoir plusieurs plages d'adressage. Voilà. Plusieurs subnets par plage d'adressage. Exactement. Et le routage entre tous ces éléments-là est automatique. Exactement. Le routage est implicite. Implicite. Et donc la passerelle sera toujours la .1, l'adresse .1. Donc si on regardait les propriétés de l'IP de la machine virtuelle, on verrait que le .1 c'est le routeur en fait. Et donc là on voit par exemple ici les objets connectés, donc là j'ai ma VM qui tourne, et en fait c'est pas vraiment la VM qu'on voit connectée, mais c'est plutôt l'interface réseau. D'accord. Et là on a les propriétés de l'interface réseau, donc l'interface réseau c'est un objet en tant que tel dans Azure. Donc on crée l'objet compute qui est la machine virtuelle.
l'objet compute a besoin pour être créé d'une dépendance vis-à-vis d'un autre objet qui s'appelle la carte réseau. Et la carte réseau elle-même, pour être créée, a besoin d'un subnet. Voilà, il y a une notion de dépendance comme ça, de création, ce qui fait que là, effectivement, j'ai un objet qui va en séparer. Du coup, je pourrais à la limite débrancher ma carte réseau et mettre un autre objet qui serait connecté à notre subnet, etc. Et donc là, je vois par exemple l'adresse IP qui est réservée à ma carte, qui a été attribuée à ma carte réseau pour ma première machine. C'est la .4, ce qui correspond à ce que tu nous as dit tout à l'heure, effectivement. La première adresse qui arrive, c'est la .4. Et ici, on voit ici également une adresse IP publique parce qu'on a associé à cette machine virtuelle également une adresse IP publique qui est celle-ci. D'accord, donc là on voit l'adresse 40.115, etc. Et puis, donc si on regarde la configuration de cette adresse IP publique, eh bien, je peux dire, je vais la réserver parce que j'ai un service qui tourne derrière et je veux la garder. Et puis là, je vais lui donner un nom qui serait stan VM 2018. Et donc là, le nom, ce sera stanvm2018.westeurope.cloudapp.azure.com. Elle m'empêche après d'utiliser mon service de DNS et de faire un alias en disant ma VM. Mon nom de domaine est en fait associé à stanvm2018.westeurope.cloudapp.azure.com. Voilà. Rien de plus à dire pour l'instant. Oui. On va voir la suite juste après. Ok. Donc, un petit peu de sécurité avec les Network Security Group. Donc, les Network Security Group, ce sont des groupes de règles de sécurité réseau, purement réseau. C'est des règles, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire une source, une destination, un numéro de port source, un numéro de port destination, et est-ce que c'est autorisé ou non, ou interdit. Et le protocole. Et le protocole TCP/UDP. Et le type, voilà. Et le numéro de port. Oui, je l'ai dit. Le numéro de port source et destination, et le sens entrée ou sortie, qui est également et l'autorisation ou le refus. Oui, allow ou deny. Donc c'est des règles vraiment très simples. Ça ressemble à un IP table en fait. Ouais, exactement. Exactement, sauf qu'on verra qu'il y a quelques petites subtilités juste après. Donc ces ACL, puisqu'il s'agit d'ACL, sont ordonnés évidemment, donc on donne une priorité aussi également à chaque entrée dans l'ACL, dans la liste, de façon à avoir une évaluation ordonnée. On évalue la première, la deuxième, etc. Enfin, quand un paquet arrive quelque part, on se demande est-ce que la première liste l'autorise ou non. Si l'autorise pas, enfin, si le paquet n'est pas concerné par cette première ligne, on passe à la deuxième, etc. Et dès que le paquet est concerné, soit en interdiction, soit en autorisation par la ligne en question, le paquet sera soit autorisé, soit interdit. Ouais, ce qu'on résume par la première règle qui match est celle qui gagne. Qui match, exactement. Ouais. Donc ça peut s'appliquer soit à un subnet, un sous-réseau, soit à une carte réseau. Donc il y a ces deux niveaux. Et en gros, une carte réseau va se voir attribuer, va se voir concernée par deux ensembles de règles, deux Network Security Group, celui de son sous-réseau et celui qui lui est directement appliqué au niveau de la carte réseau, le cas échéant, s'il y en a deux. Donc un seul NSG par carte réseau et par subnet, avec maximum 200 règles par NSG. J'ai déjà vu dans certains cas où ça posait problème. 200 règles, c'est trop. C'est comme en fait. Je sais que c'est trop, mais j'ai déjà rencontré. Je veux dire, on fait du pare-feu ou direct de firewall depuis la nuit des temps de l'informatique, enfin, au moins à l'échelle de l'IP. Quand il y a trop de règles, c'est qu'il y a un problème parce que ça devient illisible. Donc c'est très important d'essayer de consolider ces règles. On va voir comment on peut les consolider pour en réduire le nombre et en réduire également la complexité. N'oublions pas que la complexité est l'ennemi de la sécurité. Et donc, du coup, faisons simple et faisons peu plutôt que faire beaucoup de choses. Il y a des règles par défaut qui sont présentes dans chaque fois qu'on crée un NSG. Et ces règles par défaut permettent le trafic habituel, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur d'un VNet puisse communiquer entre eux, ce genre de choses-là. Tout ce qui vient de load balancer également puisse aller directement vers les VM. Donc, il n'est pas possible de les supprimer, ces règles par défaut, mais on peut changer leur priorité si jamais on veut toucher à cet ordre de règles par défaut. Là encore, on est sur des règles par défaut tout à fait classiques, c'est-à-dire on autorise tout en sortie, on bloque tout en entrée. C'est des choses très très classiques du monde du firewall. Là-dessus, il n'y a pas de différence en fait. Voilà. Et à noter que ces règles ne sont pas visibles dans l'interface, sauf si on demande de manière explicite à les voir. Donc dans un NSG, il existe des règles par défaut qui autorisent le trafic naturel entre les différentes cartes réseau du même VNet par exemple, et qui autorisent le trafic venant des load balancers s'il y en a. Il est possible de modifier leur priorité, mais on ne peut pas les supprimer, ces règles par défaut. Voilà ce qu'il faut savoir.
On a parlé des règles trop nombreuses qu'on voit parfois dans certaines configurations. Il est possible de simplifier un petit peu la définition de règles grâce à ce qu'on appelle les règles augmentées, les règles des NSG, règles de NSG augmentées, qui permettent en fait de définir plusieurs adresses IP et plusieurs ports dans une seule règle. Donc c'est plutôt pratique, et quand on voit les exemples ici qui sont indiqués, on va pouvoir dire que la deuxième règle là concerne l'ensemble de ces plages d'adresses destination. Donc on voit que c'est des plages, ce n'est pas des simples adresses IP. Et il y en a 4, et puis un certain nombre de ports. Donc on autorise les ports 22, 21, 3389, 3306 vers l'ensemble de ces plages d'adresses IP ici. Et je rajouterai une deuxième chose, c'est que pour simplifier les règles, on peut faire des groupes de machines, plutôt que faire une règle par machine, quand on a une ferme de serveurs web, eh bien on fait un groupe où il y a tous ces objets serveurs web, et on dit la règle s'applique à tout ce groupe. Et donc ça t'évite de faire, par exemple, si tu as 3 serveurs web, de faire 3 fois la règle. Tu fais une fois la règle avec le groupe de machines qui s'appelle les web servers, ce qu'on appelle les Application Security Group. Exactement. Il existe également une notion de service tags, des services tags qui permettent de citer dans des règles de NSG des services Azure de type. Alors ça existe aujourd'hui dans 2 cas. Il y a 2 types de services qui sont utilisables. Il y a le storage et les SQL. SQL et storage. Donc SQL concerne le service SQL Database et storage concerne les services de stockage, les groupes de stockage d'Azure. Et donc le principe pour ces 2 service tags, c'est qu'on peut les utiliser géographiquement. C'est-à-dire qu'on peut citer par exemple une règle qui va concerner SQL.east.us, comme c'est indiqué ici dans l'exemple, pour dire j'autorise le trafic de mon réseau virtuel vers les services SQL en US de l'Est, aux États-Unis de l'Est. Aux États-Unis de l'Est de Donald Trump. Et de Hillary Clinton, voilà, soyons. Voilà. Bon. Donc le principe est que, en prenant comme exemple ce qu'il y a dans le petit tableau en bas à droite, j'ai ce qui s'applique dans le schéma ici, à savoir que le trafic vers Internet est interdit, mais le trafic vers les services SQL et stockage sont autorisés. Donc c'est une façon de dire, voilà, j'interdis tout ce qui sort vers Internet, mais j'autorise quand même les services dont j'ai besoin, certains services PaaS d'Azure. C'est plutôt sympa comme fonctionnalité. La maintenance des adresses IP pour chaque tag est faite par Azure, donc on n'a pas à s'en occuper. Alors que s'il fallait aller chercher l'ensemble des adresses IP concernées par les services, ça serait un petit peu compliqué. Donc il y a des supports, des tags globaux et régionaux en fonction des services. Hop. Autre fonctionnalité, le User Defined Routing. Alors ça, c'est intéressant, le User Defined Routing, pour forcer le passage du trafic par certains chemins, par certaines appliances. Si par exemple, je ne fais rien dans ce qui est indiqué ici, je vais avoir mon trafic Internet qui va passer par la route système par défaut, la 000 dans mes tables de routage de ma machine, et qui va aller vers Internet comme ça, sans contrôle. Pareil, pour aller vers un deuxième subnet, je vais passer par la passerelle par défaut de façon très simple. Si maintenant je veux analyser ou contrôler un petit peu ce qui se passe dans mon trafic, je vais pouvoir mettre des appliances qui sont disponibles par exemple dans le marketplace d'Azure. Ces appliances, je peux forcer le trafic à passer par ces appliances grâce à des routes par défaut. Donc l'idée, c'est de redéfinir la route 00 pour mon trafic sur le subnet, pour dire, voilà, tout ce qui va vers Internet passera par l'adresse IP l'adresse IP interne de mon appliance qui est indiquée ici en haut du schéma. Donc ça, des fois, il y a une volonté de nos clients de ne pas avoir nos machines virtuelles qui sortent directement par les routes par défaut sur Internet sans contrôle. Ils veulent passer par un équipement réseau pour des raisons de filtrage et de suivi et d'audit de quelles communications ont été établies. Dans ce cas-là, effectivement, c'est dans ces moments-là qu'on va faire de l'UDR et qu'on va forcer effectivement les machines à passer par tel ou tel équipement. L'équipement peut être dans Azure, mais il peut être également sur votre data center sur site, une fois qu'on l'aura interconnecté, et on verra tout à l'heure comment faire les interconnexions. Et donc c'est un moyen également de le faire. Exactement. Alors du coup, comment on se connecte au réseau virtuel dans Azure? Donc, le premier moyen d'accéder à des ressources dans Azure, c'est de passer par les IP publics et le load balancer d'Azure. Donc on a vu tout à l'heure les ressources.nonregion.cloudapp.azure. Donc ça envoie où? Ça envoie sur un load balancer
qui peut soit faire office vraiment de load balancer en termes de répartiteur, soit faire office de routeur avec une translation ou pas de port. D'accord. Option numéro 1, je suis un client depuis un navigateur ou n'importe où. Option numéro 2, je fais du point à site, donc un VPN nomade. J'établis un tunnel entre mon ordinateur et le VNet d'Azure, et virtuellement, je me retrouve dans un réseau, dans un subnet virtuel qui est dans le réseau virtuel Azure. Option numéro 3, qui va probablement plus vous intéresser, l'interconnexion entre, on va dire, un système d'information existant sur site, et puis les VNet dans Azure. Donc là, on aura deux options, le VPN site à site ou ExpressRoute, et on va les détailler juste par la suite. Première chose, la connectivité de type point à site VPN Azure, plutôt orientée pour les développeurs ou pour les administrateurs de machines. Donc c'est une simple connexion entre un poste client et le VNet Azure. On passe par la passerelle d'Azure qui est gérée par nous, entre guillemets. Elle est déployée sur demande, mais il n'y a pas à en faire l'administration. Et donc c'est vraiment fait pour la connexion plutôt ponctuelle. On supporte les systèmes Windows et Mac OS X. Donc ça c'est assez récent, Mac OS X, ça date de fin 2017, où on a fait effectivement le client permettant à un Mac de se connecter en fait proprement à Azure. Et pour les clients Linux FreeBSD, là en fait on a proposé dans la documentation d'Azure en fait une documentation pour monter en pas à pas en fait une infrastructure basée sur OpenVPN. Et vous avez un lien ici qui vous indique comment le rechercher. Ensuite vient la vraie question qui est la plus intéressante et que vous allez avoir à vous poser à un moment, c'est comment j'interconnecte mon existant, mon ou mes data centers avec Azure et quelles sont mes options. Donc globalement, il y a deux options. Option numéro 1, qui est l'option la plus simple et qui peut se monter en quelques dizaines de minutes, pour peu qu'on ait accès aux personnes et aux ressources, c'est le VPN site à site. Donc un bon vieux tunnel chiffré en IPsec entre une passerelle VPN ou des passerelles VPN sur site et une passerelle VPN dans Azure. Donc c'est très bien, c'est très rapide à mettre en place. Ça a quelques limitations aujourd'hui en termes de bande passante, on va le voir tout à l'heure. Et puis on a un autre problème avec le VPN site à site, c'est qu'on passe par l'Internet public. Donc ça veut dire qu'en termes de qualité de service, en termes de bande passante, de latence, ben on n'en a pas. Parce que par définition, un paquet sur Internet peut passer par plein de chemins différents. Et donc on a un facteur de variabilité. Donc c'est une option qui marche bien, qui est assez basique, mais qui a ses limites. Et puis après, on a l'autre option qui s'appelle ExpressRoute, qui prend un peu plus de temps à mettre en œuvre et qui a des coûts un peu plus élevés, qui va permettre vraiment de faire une connexion entre guillemets privée, donc par un WAN étendu, entre le ou les data centers de l'entreprise ou l'organisation et Azure. Donc les deux ne sont pas exclusives, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir les deux montés en même temps. Et si c'est le cas, en général, on utilisera ExpressRoute en chemin principal, et le VPN servira de solution de tolérance de panne en cas de grand problème sur ExpressRoute. Voilà. On peut utiliser les deux, il n'y a aucun souci. Donc on peut débuter avec le VPN site à site, passer à ExpressRoute et garder le VPN site à site après en solution de secours. Donc cette connexion site à site, c'est du très classique, c'est du chiffrement en AES, c'est de l'IPsec. On utilise une clé partagée pour la communication entre les deux passerelles. On peut faire de la montée en charge, c'est-à-dire qu'on a différents niveaux de passerelles sur Azure avec plus ou moins de bandes passantes. Côté Azure, on a sur la tolérance de panne, toutes nos passerelles sur Azure sont des passerelles de type actif-passif. Donc il y a deux VM en fait, qui ont tourné de manière automatisée, vous ne le voyez pas, mais on gère cette partie-là. Côté client, il faut gérer la même chose, c'est-à-dire que si on veut vraiment de tolérance, il faudra une passerelle VPN en actif-passif, voire en actif-actif, auquel cas on peut mettre plusieurs tunnels VPN. Le contrôle granulaire des communications, c'est juste une interconnexion, donc c'est la tuyauterie. Rien n'empêche de mettre au niveau des passerelles ou après les passerelles, de mettre un équipement filtrant qui va limiter les communications. Ça reste de la tuyauterie, c'est du réseau. On fait du routage statique ou dynamique. Et attention, on fait du routage, donc pas d'overlap en termes de plan d'adressage IP. Les plans d'adressage IP que vous aurez choisis dans vos VNet ne doivent pas être en superposition des plans d'adressage IP que vous avez en interne. La raison elle est simple, c'est qu'un routeur, c'est un équipement qui est idiot. C'est-à-dire qu'il reçoit un paquet, on lui dit va vers l'adresse numéro tant. Si l'adresse numéro tant dans ses tables de routage, il sait qu'il y en a des deux côtés, soit il va faire un choix et toujours envoyer d'un côté, mais voilà, il y aura un problème, il ne saura pas faire. Donc ça se prévoit un petit peu à l'avance, les plans d'adressage de vos VNet dans Azure par rapport à ce que vous avez déjà sur site. On a différentes tailles de passerelles VPN. En gros, il y a la basique qui est vraiment fait pour faire du test and dev,
qui a un SLA de disponibilité de 99.9 et limité à 100 mégabits de bande passante. Et puis après, on a les VPN GW1, 2 et 3 qui peuvent aller donc jusqu'à, elles ont toutes un SLA de 99,95. Et la plus grosse peut aller jusqu'à 1,25 gigabits de bande passante, ce qui est déjà pas mal, mais pas forcément suffisant pour toutes les organisations. D'où l'option supplémentaire d'interconnexion qui est ExpressRoute. Donc ExpressRoute, il vient finalement combler la problématique qu'on a ici avec du VPN à travers Internet, c'est que pas de garantie de service, bande passante limitée, latence potentiellement élevée. Et l'idée d'ExpressRoute, c'est de faire d'étendre finalement son WAN en intégrant dans son WAN des VNet qui sont dans Azure. D'accord. Donc là, du coup, on va passer par des fournisseurs qui vont vous garantir un service contractuellement, qui vont s'engager sur la bande passante, et donc vous aurez une latence qui est réduite. La latence est rarement un facteur de SLA, c'est plutôt la performance, la bande passante du réseau qui en est un. La latence, en général, est bien meilleure dans du ExpressRoute, mais elle n'est pas garantie contractuellement en général. Deux types de déploiement ExpressRoute sont possibles. Le premier, c'est le point d'échange. Donc le point d'échange, en gros, c'est vous avez votre data center et vous vous interconnectez avec un partenaire ExpressRoute du type point d'échange. En France, on va prendre la France qui est un bon exemple, on a Equinix ou Interxion. Donc en gros, là, vous tirez vraiment un câblage entre votre data center et celui d'Equinix. D'accord ? Là, il y a deux options dans ExpressRoute sur le point d'échange qu'on peut faire en termes de déploiement. Soit on s'arrête à l'entrée du data center d'ExpressRoute et là on est sur ce qu'on appelle un layer 2, c'est-à-dire qu'en gros on a tiré une connexion Ethernet par fibre, mais c'est de l'Ethernet entre son data center et le point d'échange. Et après le fournisseur de point d'échange à l'entrée du tuyau chez lui, il s'occupe de faire toute la mécanique pour faire l'interconnexion. La deuxième option, c'est que le point d'échange en fait sert également des fois de zone d'hébergement pour du matériel du client. Donc dans les data centers d'Equinix ou d'Interxion, on peut avoir des cages dans lesquelles en fait le client va tirer son câble jusqu'à sa cage, mettre ses routeurs à l'intérieur, et c'est après tous ses routeurs et son équipement et ce qu'il a mis dans ses cages qui va connecter en fait au reste du data center d'Equinix ou d'Interxion. D'accord ? Donc ça c'est bien parce qu'en fait ces partenaires de points d'échange, eux, sont directement connectés à très haut débit et très faible latence en fait à nos data centers. D'accord ? Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est celle qui va nécessiter peut-être le plus de travail. Et la deuxième option, qui est le fournisseur d'accès, là, on est plutôt dans le monde du telco. Donc là, on va être avec des organisations qui ont déjà des réseaux WAN étendus, qui vont utiliser du MPLS avec des VPN d'entreprise à l'intérieur de ce MPLS. Donc ça peut être de l'Orange Business Service, ça peut être du Colt, enfin en France par exemple, voilà, ça peut être du BT. Et du coup, on est client, on a déjà X sites qui sont déclarés dans le SDN de notre fournisseur telco, et on dit, voilà, monsieur le fournisseur telco, moi je voudrais me raccorder également au data center d'Azure, et lui en fait va vous faire le travail de rajouter en gros des sites supplémentaires qui seront les sites Azure dans votre MPLS global. Voilà. Donc on va dire que c'est celui probablement qui nécessite le moins de travail technique derrière en termes de réseau. Après, il a aussi ses inconvénients, parce que ce qui va se passer en général en termes de performance, c'est que le fournisseur d'accès de type telco, donc celui qu'on a sur la partie droite ici, en fait, lui, où est-ce qu'il va se connecter ? Il va se connecter en fait au point d'échange, qui lui est connecté à Azure. D'accord ? Les partenaires ExpressRoute, il y en a vraiment plein. Si on se ramène un peu à la France, en partenaire ExpressRoute, on a donc Interxion et Equinix qui sont les fournisseurs de points d'échange sur la France, donc Paris et Marseille. Et puis sinon, on a Orange Business Services, pardon, donc avec la VPN Gallery. On a Colt, et puis le dernier c'est Intercloud, donc ça c'est pour les parties MPLS. Et puis ensuite, en fonction des endroits où vous serez dans le monde, il faut regarder dans le site de Microsoft en fait quel partenaire ExpressRoute est disponible dans tel pays. Voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on a choisi quel partenaire ExpressRoute on veut utiliser, eh bien, il va falloir créer un circuit ExpressRoute. Et au sein de ce circuit ExpressRoute, on va faire en fait du peering. Donc, un circuit ExpressRoute, c'est la connexion entre le client et soit le fournisseur MPLS, soit le fournisseur en point d'échange.
Et la connectivité arrive jusqu'à ce qu'on appelle le Microsoft Edge, c'est-à-dire vraiment l'entrée de nos data centers pour nos connexions. D'accord. Donc en général, la plupart du travail qui est fait ici sur la partie sur le circuit express route, il est fait par le telco ou l'opérateur, souvent. Mais à l'intérieur, vous allez demander, voilà, j'ai un circuit express route, et vous faut voir ça comme un gros tuyau, et dans ce tuyau, on va faire passer des plus petits tuyaux qui sont ce qu'on appelle les peerings. Il y en a deux à retenir principalement. Le peering bleu ici, qui est le peering pour les VNet Azure. Donc ça va me permettre depuis mon réseau en tant que client de me connecter en direct et d'associer ma connexion express route à un VNet particulier dans Azure. Donc là on est dans le back-end du data center Azure, la partie qui est non exposée entre guillemets sur Internet. Et on a le deuxième circuit qui est le circuit peering dit public, qui va ressortir juste à la bordure en fait du data center. Donc, en gros Microsoft a son back-end qui est vraiment dans le data center, a une zone d'IP publique qui est sur Internet, mais c'est des plages d'IP qui nous appartiennent à nous, elles sont utilisées par nos services. Et puis après, derrière ces routeurs, on a l'Internet public. Donc, le peering qui est en rouge ici va permettre d'accéder à la partie publique de notre data center. Effectivement, on a certains services de cloud qui ne sont exposés, entre guillemets, que publiquement via des adresses IP sur Internet. Et donc, le peering permet d'arriver chez Microsoft, de faire une petite sortie dans la zone publique et de rentrer en fait sur les services. Voilà. En général, on fait toujours activer les deux circuits. Quand on monte une connexion express route, on dit activez-moi le peering privé et le peering public. Surtout si on est client Office 365 en plus d'Azure, quoi. Voilà. Du coup, si on reste sur le peering, il y a un autre peering qui est intéressant, qui est le VNet peering. Historiquement, pour interconnecter deux VNet, donc tu as bien expliqué le VNet, Pascal, qui est vraiment une limite entre guillemets de communication, d'accord. C'est vraiment un espace qui est isolé, le VNet. Mettons que maintenant je déploie deux projets dans deux VNet séparés, et les deux doivent parler. L'option historique consistait en fait à monter une passerelle VPN Stacit entre les deux VNet, donc une gateway sur chacun des VNet, le tuyau entre les deux. Donc quand on est sur deux VNet qui sont séparés dans des régions Azure séparées, on peut se dire oui, c'est normal, on passe par ça, c'est l'Internet, on n'a pas le choix. Mais à l'époque, même quand on avait deux VNet qui étaient dans la même région, on devait monter ce petit tuyau, donc on payait les passerelles, puis c'était un peu compliqué de monter, enfin un peu compliqué, il fallait faire la mécanique de monter une passerelle d'un VNet à l'autre. Désormais, en fait, on a activé une fonction beaucoup plus simple, ça s'appelle le VNet peering, qui permet de passer non pas par l'espace public d'IP d'Internet de Microsoft, mais de passer par le back-end, sans avoir à monter une passerelle, ce qu'on appelle donc un VNet peering. Donc plus de passerelle à payer, on n'a plus de limite de bande passante parce qu'on est sur le back-end du data center, donc en gros très fort débit, très faible latence, pas de coût supplémentaire de passerelle. Et puis si on a envie quand même d'avoir un certain contrôle entre les communications du VNet 1 vers le VNet 2, on peut mettre entre les deux dans la communication une virtual appliance, ce qu'on appelle ça du service chaining, et donc de faire passer tous les flux par cette virtual appliance, donc de faire du filtrage, et là on jouera encore avec les UDR. D'accord ? Bien entendu, entre la communication sur le VNet 1 et le VNet 2, on peut également jouer avec les NSG. C'est-à-dire on peut utiliser ses propres règles, chacun de son côté, pour ne pas ouvrir non plus tout et n'importe quoi. Donc, le VNet peering, par contre, il faut retenir une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, l'heure où on tourne cette vidéo, début 2018, le VNet peering, en fait, se fait entre deux VNet d'une même région Azure. Donc maintenant, imaginons qu'on ait un VNet au Canada et un VNet dans la région centre US. Du coup, il reste que l'option VPN Gateway. Ce serait bien d'avoir un VNet peering. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est en train d'arriver. Alors ici, j'ai mappé une photo simplifiée de notre réseau global Microsoft. Donc ça, ce n'est pas l'Internet, parce que ça, c'est vraiment des liaisons privées, inter-région et inter-data center de Microsoft. Donc c'est vraiment notre One Microsoft à nous, qui ne passe pas du tout par l'Internet, c'est vraiment la liaison complètement privée à 100%. On est un des 3 plus grands réseaux mondiaux, on est 2 plus gros maintenant, réseaux mondiaux, donc on a beaucoup de bandes passantes, on a des faibles latences, on a fait de la redondance au maximum, et donc notre réseau, en fait, il se fait à 2 niveaux, soit pour interconnecter les data centers entre eux, soit pour interconnecter nos data centers, en fait, à Internet, et là, du coup, on fait du peering, en fait, avec des fournisseurs d'accès Internet dans 38 pays. Alors, petite anecdote, ici, je n'ai marqué, ceci n'est pas de l'Internet, pour les plus vieux d'entre nous, à l'époque, Microsoft avait un réseau qui s'appelait MSN, c'était avant le 94-95, à l'époque où Bill Gates pensait qu'Internet, ça ne marcherait jamais, hein. Donc il voulait son propre réseau, qui n'a pas marché, mais le nom était MSN.net. Donc, petite allusion à l'histoire peut-être,
tous nos routeurs, en fait, Microsoft, dans l'espace public d'adressage IP de Microsoft, s'appelle msn.net pour Microsoft Network. Donc si vous faites à un moment un tracert ou un traceroute vers une adresse IP et qu'à un moment vous passez dans la liste sur du msn.net, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'espace d'adressage public de Microsoft, donc toutes les plages d'adresse IP qui nous appartiennent, qui sont gérées par nos routeurs, et ça veut dire que là, soit vous accédez à un service sur Office, Azure, Dynamics, etc. Voilà. Et récemment, en fin 2017, deuxième semestre, on a annoncé la fin du projet Maria. Donc Maria, on a tiré un câble de 6600 km de long entre la Virginie et Bilbao en Espagne. Donc c'est un câble qu'on a copayé avec Telxus et Facebook. Et dedans, en gros, on a mis plein de fibres optiques. La capacité de ce câble, c'est 160 téraoctets par seconde, qui peuvent être envoyés entre les US et l'Europe. Oui, Pascal, quand on a la DSL à la maison, ça peut faire rêver. Ça fait mal. Ça fait mal, voilà. Et donc, en fait, pourquoi je parle de ce projet-là? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai montré une carte où il y avait plein de lignes de traits. Et ben, ça, c'est un des exemples d'une des lignes qui est montée et qui nous permet en fait d'assurer de la communication à très haut débit, très faible latence et privée surtout, ne passons pas par Internet, pour connecter nos data centers d'un continent vers l'autre. Et ça me permet d'introduire naturellement ce qu'on appelle le VNet Global Pairing, qui permet en fait d'interconnecter plusieurs VNet qui ne sont pas dans la même région au travers de notre back-end, donc de notre backbone, en passant notamment par ces connexions-là. Donc, qui permet ou qui permettra? Alors, qui permet aujourd'hui, début 2018, en preview sur les régions Canada, Central US, enfin 3 régions dans le continent américain, de faire déjà ces opérations-là. Mais là encore, ça va se globaliser. Et donc, on va dire qu'au fur et à mesure de l'année 2018, ça va se généraliser jusqu'à la fin 2018. Et donc, on pourra interconnecter des VNet placés dans des régions différentes, en passant par une liaison privée qui est le backbone de Microsoft, le tout avec forte bande passante, faible débit, une certaine garantie de service. Et bon, il y aura un coût bien entendu derrière, mais du coup, voilà, on ne passera pas par l'Internet. Et sans mettre les passerelles VPN. Exactement. Autre service intéressant, tu en as parlé tout à l'heure dans les résolutions de nom, Azure DNS. Donc c'est un service de gestion de zone DNS qui est très très redondant, parce qu'il est globalisé en fait sur la planète. Et on a un SLA qui est 99,99. En gros, il est bien disponible. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il est très performant sur l'application. Pascal, as-tu déjà acheté un nom de domaine chez un... Oui, chez un fournisseur français. Voilà, commençant par un G. Mais c'est pas grave, on l'a tous fait. Mais d'autres fournisseurs, c'est pareil. On achète son nom de domaine, et puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'on attend, en fait. Il ne faut pas compter l'utiliser tout de suite, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, on nous dit oui, le temps que les zones se répliquent. Je parle de la modification de la zone, quoi. C'est-à-dire qu'on va éditer la zone, on va mettre une adresse IP en face d'un nom, et puis voilà, on essaye de faire le ping tout de suite, non, ça ne marchera pas tout de suite. Oui, il faut attendre un petit peu. Donc finalement, c'est à ça que pallie Azure DNS, c'est que le DNS est redondé et répliqué de manière super rapide, quasiment instantanément presque d'ailleurs. Alors, point important, c'est qu'on ne fait pas registrar, c'est-à-dire que c'est pas chez Microsoft, vous allez pouvoir dire j'achète la zone toto.com. Donc vous allez continuer à aller voir votre fournisseur français, votre registraire français, acheter la zone chez lui, et au moment après vous allez activer la zone, vous dire la zone en fait on ne va pas utiliser les serveurs DNS du fournisseur parce qu'il ne réplique pas assez vite, on va prendre les serveurs DNS de Microsoft. Et à ce moment-là, du coup vous pouvez tout gérer entièrement votre DNS depuis la console d'Azure. Également, vous pouvez le faire de manière programmatique avec des outils d'infrastructure as code. Donc, je pense à des fichiers JSON, du Terraform ou autre. Et donc, vous déployez une nouvelle ressource et automatiquement, vous pouvez dire cette ressource, elle prend ce nom dans ma zone. Et donc, vous pouvez vraiment gérer les zones en fait comme des objets dans Azure et c'est super bien. Et très prochainement, donc en 2018, on aura la gestion des zones privées pour faire ces modèles qu'on appelle les split brain DNS, c'est-à-dire le cerveau divisé en deux, où en gros, on a le même nom de domaine qui est utilisé à la fois dans l'entreprise et à l'extérieur, privé ou public. Et donc, à un moment, il faut qu'il y ait des serveurs assez intelligents pour savoir résoudre qui, pourquoi. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Petite capture d'écran, mais je peux vous montrer dans mon interface le Azure DNS. Voilà, on vient ici. On vient chercher DNS. Voilà. Donc là, j'ai quelques zones DNS, par exemple Stan Demo XYZ. Donc, du fait... À tout moment, on peut créer un enregistrement très très rapidement. Donc là, c'est très classique, mais l'interface est connue pour les gens qui font de l'Azure. Vous voyez, c'est des formulaires. On dit
quel sera mon nom, Toto, voilà, quel type d'enregistrement je veux créer à l'intérieur, quel est son TTL, quelle est l'adresse IP. Hein, voilà. Donc là, par exemple, on pourrait mettre une adresse IP. Hop, voilà. Et là, mon enregistrement, il est créé, il sera répliqué très prochainement. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, la zone DNS, étant un objet d'Azure, on peut lui appliquer exactement les mêmes choses qu'on met sur tous les objets Azure. On peut lui mettre du tag, pour faire séparer pour les facturations. On peut surveiller l'activité, qui a fait quoi. On peut faire du contrôle d'accès. On peut l'automatiser, on peut le locker, parce que ça c'est important par exemple. Voilà. Donc tout ça, je pense, un intérêt après. Et donc dans votre registrar, là où vous aurez acheté votre nom de domaine, votre zone, eh bien, vous irez... Saloperie de zoom. Okay. Vous irez en fait mettre ces noms-là, c'est-à-dire ns-03 azure-dns.org, .info, etc. Donc ça, c'est nos noms qui vont faire l'enregistrement. Voilà. Équilibrage de charge dans Azure. Donc, quand vous allez avoir une plateforme, l'idée c'est de répartir les connexions de cette plateforme aux bons endroits pour les mettre au plus proche des utilisateurs, pour pouvoir assurer la tolérance de panne, pour pouvoir assurer la montée en charge. Donc l'équilibrage de charge, c'est juste une chose qui est fondamentale. Donc on peut le faire à différents niveaux. Le niveau le plus haut, ça va s'appeler Azure Traffic Manager, ce sera un DNS Load Balancing, on va le voir, je crois, juste après. Donc il permettra par exemple de dispatcher les requêtes par région. C'est intéressant de dire, les requêtes qui viennent du continent américain, on les envoie sur la plateforme, la partie de la plateforme qui est aux US, Europe, Asie, Asie. Ensuite, on aura le niveau en dessous qui est le load balancer d'Azure, qui est un load balancer relativement bête, qui est un load balancer de niveau 3-4, qui prend des paquets, les envoie de manière simple, basée sur adresse source, destination, etc. Un petit peu plus fin, l'application gateway, Azure Application Gateway, elle va vous faire un équilibrage et une redirection de trafic en fonction des URL. Donc en fonction des chemins dans votre application, peut-être qu'une partie, là ça ira très bien avec les microservices, une partie ira vers tel espace, une partie vers un autre, etc. Et puis voilà, déjà c'est pas mal. Donc Azure Traffic Manager, Load Balancer DNS, vous avez un nom par exemple qui s'appelle www.contoso.com, vous faites un CNAME dessus, vous créez un enregistrement CNAME de www dans votre zone Contoso. Vous dites ce CNAME, je l'associe à un nom Traffic Manager, contoso.trafficmanager.net. Et ensuite, dans Azure, pour la partie Traffic Manager, vous faites votre configuration de règles. D'accord. Donc les modes de répartition qu'on va avoir, c'est soit on fait performance, donc au plus proche. Donc là, en fait, chaque fois qu'un user va faire la résolution de nom, eh bien, en fonction de là où il est, en fait, on va calculer la latence, le meilleur endroit où est l'utilisateur. Donc s'il est en Asie, hop, il sera envoyé sur la plateforme Asie, etc. Le weight, qui s'appelait avant le round robin, c'est du pondérable. On dit, voilà, envoie tant de pourcentage des requêtes ici, tant de pourcent là, etc. Donc là, c'est réparti tourniquet. Le priority, qui s'appelait avant le failover, c'est en gros, j'envoie toujours au même endroit, mais le jour où l'endroit principal n'est pas disponible, j'envoie sur la route sur le deuxième endroit. Et le géorouting, ça c'est plutôt utilisé aujourd'hui pour les US et le Canada. Ça permet de restreindre en fait les endpoints et de dire on va pas dépasser ce périmètre, on va dire administratif ou géographique. Et donc tout le monde restera, on ne pourra pas dépasser, même si les performances sont moins bonnes, on restera à l'échelle du pays par exemple. Voilà. Quant au load balancer d'Azure, il est relativement simple, c'est du load balancer 3.4. Donc on a une IP publique. Là encore, nom de l'IP.région.cloudabp.azure.com. Et puis derrière, on va mettre ce qu'on appelle un back-end, c'est-à-dire la liste des VM, par exemple, qui seront concernés. Et puis en fait, les règles seront faites selon un truc classique qui s'appelle le tuple, le 5-tuple hash. Donc source IP, source port, destination IP, destination port et protocole. Voilà. Le load balancer, on le configurera pour faire du probing, c'est-à-dire que si par exemple, j'ai 3 serveurs web ici, internes, dans mon VNet, qui présente le port 80, le load balancer sait faire un TCP/80, vérifier que le service marche. Il sait faire également un GET HTTP de base. Si ça ne répond pas, il sort de lui-même en fait le nœud et il continue d'envoyer sur les deux autres, tout simplement. Et bien là, je viens de l'expliquer. Sur le VNet, on peut également appliquer un mécanisme de protection contre les dénis services distribués. En fait, il existe deux modes de licence pour cette protection. La première s'appelle la basique, en fait, tout le monde l'a, mais ne la voit pas. Mais tout le monde l'a. Et la standard,
elle ajoute des fonctionnalités supplémentaires d'atténuation. Et elle vous permet en fait déjà d'avoir des graphiques et des informations sur est-ce que vous avez été bombardé ou pas. Et puis derrière également, on traite la data des bombardements et on sait faire du machine learning pour pouvoir remonter des patterns d'attaque, etc. Voilà. Donc en gros, le standard va faire du niveau assez bas et le basique va faire des choses assez basses et le standard va faire des choses, l'escape standard va faire des choses un peu plus évoluées pour vraiment voir les types d'attaques. Si on veut faire du filtrage plutôt applicatif, même y compris au niveau du déni de service distribué, à ce moment-là, cette partie-là sera traitée par Azure Application Gateway, qui est, donc, comme j'ai dit, la passerelle applicative, mais qui sait également servir de WAF, donc de Web Application Firewall. C'est un module à part de la passerelle. Voilà, ça c'est un exemple du service des DOS qui est activé donc dans sa mode de licence le plus avancé. Et ici, dans les métriques qu'on peut avoir dans Azure, on voit ici qu'il y a eu une attaque. Alors l'attaque n'a pas eu d'incidence en tant que telle sur le service parce qu'elle a été absorbée par nos services de protection, mais au moins on est au courant qu'il y a eu une attaque, ce qui est assez important également. Après, on pourrait se dire, ça c'est bien tous ces services qu'il y a dans Azure, mais moi j'ai l'habitude d'administrer mon F5, mon Big IP, ou alors j'ai mes firewall Fortinet, j'ai ma Web Application Firewall Barracuda, ou j'ai du Citrix avec mon NetScaler, voilà, du Kemp avec un load balancer qui est différent. J'ai peut-être envie de les réutiliser parce que j'ai déjà les compétences. Que du coup mon appli, j'aurais pas à redévelopper des choses pour mon appli, je vais reprendre texto ce que j'ai par exemple sur site et je vais le reproduire en virtuel dans Azure. Donc pour cela en fait, dans le marketplace, on a tout un ensemble en fait de plans virtuels qui sont disponibles. Il suffit simplement de rechercher en fonction de la marque que vous avez. La liste ici est bien entendu non exhaustive, mais c'est les principaux qu'on retrouve assez classiquement dans les demandes que nous on a en tout cas avec nos clients. Voilà, on termine ce module réseau qui était assez riche. Donc si on résume tout ça, Pascal, un réseau virtuel se divise en sous-réseaux. Voilà, on sait faire de l'IPv4 ou de l'IPv6. On sait filtrer grâce à des règles de type IP-table qu'on appelle des NSG. Et puis, comme tu l'as montré vers la fin, on peut faire plusieurs niveaux de répartition de charge au niveau DNS, réseau, applicatif. On interconnecte le data center soit avec du VPN site-à-site, méthode la plus simple, soit avec un lien privé qu'on appelle ExpressRoute. On a également une passerelle VPN qui nous permet de faire du point à site ou du site à site. Ouais. Et quand on a deux VNet dans Azure, on peut les interconnecter via ce qu'on appelle du peering local et prochainement globalisé du peering global. Exactement. Et on a toute une gamme de solutions d'appliances virtuelles représentant la plupart des fournisseurs du domaine. Merci Pascal, et on se retrouve pour le prochain module qui sera le numéro 4 dédié au stockage.